Vous voulez compléter l'étape préparatoire aux ateliers de début d'après-midi et ensuite à la table ronde qui viendra clore la journée. Il y aura une période de questions, mais seulement après les 3 présentations. Les 3 conférenciers seront sur scène pour répondre à quelques questions. La première présentation sera faite par Mme Dominique Desrosiers. Mme Desrosiers est agronome et consultante en gestion agricole au groupe Agri-D. Elle est également copropriétaire des constructions des quartiers. L'une de ses réalisations fut la mise sur pied du comité d'études sur les performances financières et technico-économiques des entreprises laitières de grande taille. Sa conférence a pour thème « La gestion et l'entrepreneuriat dans l'objectif de développer des entreprises compétitives et durables ». Elle va faire un portrait des principaux constats et défis pour les entreprises des secteurs agricoles et va proposer des solutions concrètes pour assurer leur développement. Donc, Mme Dominique Desrosiers. Merci beaucoup, M. Levac. Permettez-moi d'abord d'offrir mes salutations à M. le ministre Lessard ainsi qu'à Claude Lafleur, conférencier d'honneur. Mes salutations aussi à M. Daniel Bouchard qui m'a fait confiance pour la présentation et à vous tous, invités et participants à la journée. Je ne sais pas qui a eu l'idée de me mettre après M. Lessard et M. Lafleur d'excellents orateurs et avec des copanélistes ayant des CV aussi impressionnants. Je suis vraiment honorée, mais je dirais aussi un peu intimidée. 2 petites secondes, je ramasse mon... Je voudrais remercier aussi le SEGA qui m'a donné un fier coup de main dans la présentation, dans la préparation de cette présentation, ainsi que mes confrères, consoeurs, consultants en gestion, avec qui c'est toujours un plaisir de discuter. D'entrée de jeu, je dois faire un avertissement, tout comme M. Lafleur tout à l'heure. Moi, je suis consultante en gestion depuis 20 ans. Il y en a ici d'ailleurs qui m'ont connue à ma sortie de l'université. Et puis, ma relation avec le secteur des pêches, c'est une relation de consommatrice. Alors, je connais peu le secteur des pêches. Par contre, les principes dont je vais vous faire part s'appliquent tout autant à ce secteur. Première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à mon travail puis par rapport aux agriculteurs, c'est la passion. La passion que ces gens-là vivent pour travailler sur une entreprise, pour opérer une ferme comme ça, c'est des gens, puis les entreprises qui sont compétitives et durables présentement sont assurément leadées par des passionnés. Et ces passionnés-là font un job dans un contexte de choix, je dirais, au Québec. On a de l'air, de l'eau, on est dans un environnement où la démocratie prime. C'est possible de s'impliquer si les choses ne font pas notre affaire pour changer. On a un secteur on a un service d'accompagnement. Puis là, je parle pas quand on dépasse le 0,8 d'alcool. Un service d'accompagnement des techniciens dans le champ, c'est vraiment super. Et des opportunités, il y en a. Et puis tantôt, Mme Roy a présenté un sondage. Et puis moi, je dois dire que je fais partie du 37 % je crois, d'optimistes. C'est bien beau tout ça, mais si on veut réussir en affaires, il faut être organisé. Ici, vous voyez vraiment là, un organigramme, le type, avec un PDG, des directeurs pour le secteur des finances, la recherche, la production. Par contre, au niveau de l'agriculture, une des particularités, c'est la taille des entreprises. Vous savez, au début, on parlait de fermiers. Aujourd'hui, on est rendu avec des entrepreneurs agricoles, mais souvent, c'est 2, 3 personnes qui vont être à la tête de ces entreprises-là et qui doivent mener toutes ces opérations-là. Alors, c'est facile d'être débordé en agriculture, d'où l'importance d'être accompagné. Et puis, on comprend que quand toutes les tâches de la journée sont faites, les travaux au champ, tout ça, puis on arrive le soir, des fois, il peut manquer un petit peu de temps pour la planification. En plus de toutes ces particularités-là, eh bien, au niveau de l'agriculture, il faut prendre en considération aussi qu'on a un environnement professionnel qui est fortement lié à la famille. On est sujet aux aléas de la météo. On l'a vu ce printemps, les semis ne se sont pas faits au moment où on aurait souhaité les faire.
Les producteurs agricoles et les pêcheurs, je n'en doute pas, sont tributaires des prix du marché. Ils décident très peu du prix qu'ils vendront leurs produits. Et ces produits-là ont une durée de vie limitée dans le temps. Alors, ils ne peuvent pas dire « ton prix ne fait pas mon affaire, je vais stocker puis je te le vendrai, mais que tu sois prêt à payer ». Non. C'est un travail qui est très saisonnier. On a des roches d'ouvrage et on a une rareté de la main-d'œuvre qui est de plus en plus criante, de la main-d'œuvre qualifiée. Et puis, quand on trouve de la main-d'œuvre qualifiée, souvent, on a de la difficulté à offrir des conditions qui sont compétitives avec d'autres secteurs qui seraient preneurs de ces mêmes travailleurs. Entre de plus en plus en ligne de compte l'attente des consommateurs. C'est super important de faire le lien avec le consommateur et de répondre à leurs besoins, mais ça implique de nouveaux défis pour nos entrepreneurs agricoles et l'attente des citoyens aussi. Pourquoi je les différencie? Bien, parce que parfois, le citoyen n'est même pas consommateur, mais il va quand même avoir une influence sur la façon de gérer l'entreprise agricole. Et dernier point que j'aimerais ajouter, c'est que quand un entrepreneur agricole décide de faire un changement sur son entreprise, bien, ça ne se fait pas en criant ciseaux. L'impact de ce changement-là, souvent, c'est sur du long terme. Alors, je voudrais lever mon chapeau à tous les agriculteurs, là, je vais être un peu complaisante, tous les agriculteurs qui réussissent à réussir dans ce modèle-là. On en a parlé tantôt, il n'y a pas une agriculture, mais il y a des agricultures, et on le voit ici avec la répartition des entreprises agricoles par taille. On voit qu'il y a 15 des entreprises en 2015, des entreprises agricoles qui ont généré 69 des revenus totaux, alors qu'en complètement à la droite, on a la moitié des entreprises qui ont généré 5 des revenus totaux. Alors, il y a quand même un défi là à dire qu'on n'a pas un modèle d'entrepreneur, il y en a plusieurs. Et pour le domaine des pêcheries, c'est la même chose. Alors là, vous pouvez partir le timer de 20 minutes, ma conférence commence. Voici les sujets que j'aborderai lors de la présentation. La santé financière des entreprises, les pratiques responsables, la question de la relève, l'accompagnement, et j'aurais pu vous parler de main-d'œuvre, j'aurais pu vous parler de productivité, de valorisation de la profession. Il y a plein de choses, si j'avais eu 1 heure, il y a plein d'autres choses que j'aurais aimé vous parler, mais j'ai malheureusement 20 minutes. Et tous ces sujets-là, je vais le faire sous forme de constats, défis et solutions. La santé financière, je vous le dis, c'est la base de toute entreprise compétitive et durable. En 2014, avec mon confrère René Roy, on était mandaté par les producteurs de lait du Québec pour faire une analyse de la situation financière des entreprises. Et dans le cadre de ce mandat, on a fait un focus group avec des intervenants du milieu et des producteurs agricoles. Et pour mettre la table sur les constats, je vais vous mentionner quelques éléments qui avaient été soulevés. Alors, on disait les projets de financement sont souvent classés comme bancables ou non. On évite de trop challenger pour ne pas perdre le client. L'endettement est banalisé, d'autant plus que les taux sont bas. La planification stratégique, ce n'est pas culturel chez les producteurs. Il y a un manque de rationnel dans les prises de décision. Les producteurs ne connaissent pas leurs coûts de production. L'élément clé, c'est le gestionnaire, le capitaine. L'efficacité des fermes est très importante et, bref, ça prend un plan. À travers tout ça, il y a plusieurs entreprises qui dégagent des marges fort intéressantes. On va le voir un petit peu plus loin. L'agriculture, c'est un secteur à forte capitalisation. Effectivement, il faut entre 2,50 $, je dirais, jusqu'à même 11 $ de capital moyen-long terme, d'actifs moyen-long terme, pour générer un seul dollar de revenus bruts. On ne parle pas de revenus nets, on parle de revenus bruts. Le crédit est facile à trouver, mais pas pour tout le monde. Pour nos entreprises qui sont sous gestion de l'offre, qui ont des fonds de terre, ça va quand même assez bien de pouvoir faire financer les projets. Par contre, quand on arrive dans des entreprises qui sont plus innovantes, si on veut, même si on a un excellent chef d'entreprise, c'est plus difficile d'avoir accès au crédit. La spéculation est de plus en plus présente, je ne vous apprendrai rien, on en parle, le prix des terres, dans la terre de chez nous, au niveau des médias, c'est vraiment un élément qu'il faut considérer. Et la gestion des risques est mal maîtrisée par la clientèle agricole. On pense souvent que c'est les programmes gouvernementaux qui doivent pallier à l'ensemble des risques, alors qu'au niveau de la ferme, il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent être faites pour atténuer ces risques-là.
Ici, on a la couverture des dépenses par secteur de production. Alors, on voit qu'à droite, on a le lait et les productions sous gestion de l'offre, et plus on se dirige vers la droite, on a plus les productions sous ASRA. Qu'est-ce que je vois de positif là-dedans? C'est qu'il y a plus de vert que de rouge. Par contre, on a des entreprises qui n'arrivent pas à couvrir leurs dépenses et il y a des moyens pour les aider pour aller plus loin s'ils le veulent bien. Ici, qu'est-ce que je trouve intéressant de vous montrer, c'est que pour une même production, par exemple, je ne vais pas tous passer ces chiffres-là, mais au niveau de la production laitière, du maïs ou de la production de veau de grain, on a des entreprises qui se retrouvent dans le groupe de tête et qui réussissent à dégager de l'argent puis de la belle argent. Par contre, on a des entreprises qu'on dit dans le groupe de fin. Moi, j'aime bien les appeler mes entreprises HPA, c'est mes entreprises à haut potentiel d'amélioration. C'est plus beau que groupe de fin. Et puis, ce qu'on peut voir, parce que souvent, quand on parle de moyenne. Hein? Puis, en moyenne, là, si, admettons que j'ai une main dans le feu puis une main dans la glace, je ne suis pas confortable en moyenne. Alors, on a vraiment des écarts qui sont très importants. Et si on regarde, par exemple, en production laitière, on a une différence de 18 $ par hectolitre pour le bénéfice dégagé pour le lait. 18 $ à l'hectolitre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un troupeau moyen qui est au Québec de 60 vaches, c'est une différence de 100 000 $. 100 000 $, là, ça nous dit qu'il y a place à l'amélioration. Je ne peux pas parler de santé financière sans passer outre l'endettement. On voit qu'au Québec, on en a discuté un petit peu tout à l'heure, le taux d'endettement est légèrement supérieur au reste du Canada. On est la ligne bleue. On voit une certaine stabilité pour les dernières années. Par contre, je ne serais pas surprise que pour 2016 et 2017, on ait une petite augmentation au niveau de l'endettement avec les prix des terres et le prix, toutes les mises en chantier qui se font, l'injection de capital qui est faite. Ce serait pas surprenant d'avoir une petite augmentation. On a fait des constats maintenant. Regardons quels sont nos défis. Ça aussi, on en a parlé tout à l'heure. Bien connaître son coût de production. On sait combien on vend nos produits, mais sait-on combien ils nous coûtent à produire? Et puis, trop d'entreprises ne connaissent pas leur coût de production. Il faut être bien connecté avec son environnement d'affaires, se comparer avec la concurrence et voir aussi ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays, dans le village d'à côté, dans un autre secteur complètement hors agriculture, qu'est-ce qui se fait ailleurs? Et puis, quand je parle de connaître son environnement d'affaires, il y a aussi la question de quand on a une mise en marché collective, bien les producteurs, je pense qu'il y a une certaine déconnexion avec ce qui se passe en haut et comment ça fonctionne, puis ils devraient y revenir. Bien distinguer le rationnel de l'émotif, c'est super le fun, là. Des fois, on aurait le goût, on a les moyens de se payer telle machinerie plus que pour nos besoins. Mais est-ce qu'on pense que cette super machinerie-là va peut-être nous nuire pour nos projets futurs? Alors, c'est vraiment important de distinguer le rationnel de l'émotif, mieux autogérer ses risques, à la ferme, identifier quels sont nos risques et comment on pourra y faire face si jamais ça se présente. Puis je dirais penser business. Hein? Bien, on dirait que c'est pas bien de dire penser business en agriculture, mais vous êtes des entrepreneurs, puis il faut avoir une mentalité d'homme d'affaires. Le calcul vaut le travail. Il faut être proactif, faire les choses quand c'est le temps de les faire et être responsable. Être responsable de ses succès, mais être aussi responsable de ses échecs. Parce que quand on est une victime tout le temps de ce qui nous passe, on n'a pas le contrôle sur le changement, alors que quand on est responsable, on peut changer les choses. Dans le fond, c'est simple. Il faut être smart. Il faut se fixer des objectifs SMART. Qu'est-ce que c'est? C'est des objectifs qui sont spécifiques, qui sont nets, énoncés positivement, et c'est clair, on sait que c'est ça qu'on veut. Que ce soit mesurable. On veut augmenter notre profit? Parfait. De combien on veut augmenter notre profit? Que ce soit atteignable, acceptable. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Que ce soit réaliste aussi. Par exemple, si on est en production laitière, on a 100 vaches, puis l'année prochaine, on voudrait en avoir... Je vous avise que je vais dépasser mon temps. Et qu'on voudrait doubler le troupeau, par exemple. Eh bien là, si on veut le faire dans 2 ans, en dedans 2 ans, c'est pas réaliste. Et que ce soit temporel, qu'on se dise c'est quand qu'on va avoir atteint notre objectif. C'est de faire de la gestion active aussi dans le quotidien.
C'est quoi de la gestion active dans le quotidien? C'est de ne pas attendre le 23 mars 2017 pour voir qu'est-ce qui s'est passé en 2016, parce que tout au long de notre année 2016, on le savait puis qu'on prenait des décisions éclairées. Pour prendre des bonnes décisions, il faut bien se connaître, faire preuve d'introspection. Est-ce qu'on est un stressé? Est-ce qu'on est un impulsif? Est-ce qu'on est un agricolique? Il faut voir comment nous sommes comme leaders pour prendre les meilleures décisions. Avoir des données en temps réel, pas prendre des décisions sur une comptabilité de caisse, mais vraiment sur des bons indicateurs. On en a parlé tantôt. C'est quoi notre coût de production? Il faut s'informer. Avec Internet, ce n'est pas un problème de s'informer. Avec toutes les organisations aussi, aller trouver la bonne information. Il faut identifier nos risques et il faut s'entourer. Qu'est-ce que c'est s'entourer? C'est de briser l'isolement, de voir avec d'autres producteurs qui réussissent, par exemple, de faire du coaching, de faire partie de cellules d'échange, du mentorat, d'avoir des conseillers en qui on a confiance, qui peuvent nous challenger quand on n'est pas sûr de la décision qu'on veut prendre. Deuxième thème, pratiques responsables. Pour moi, des pratiques responsables, c'est essentiel, mais c'est aussi collectif. Alors, on a quand même ici au Québec 70 des fermes qui ont un plan d'accompagnement agro-environnemental versus 35 pour le reste du Canada. Alors, je pense que c'est bien. Le bien-être animal, à peu près toutes les productions ont mis en place des codes et avec des échéances. La gestion des sols, ça s'améliore vraiment. C'est vraiment une préoccupation de nos agriculteurs. Les défis maintenant, continuer à investir pour respecter les normes et conserver une rentabilité financière à court terme. Un défi qui va avec ça, ce sera de documenter l'impact économique de ces pratiques, parce qu'on sait les impacts, par exemple, le bien sur l'environnement, mais économiquement, il manque de documentation à ce niveau, et aller chercher une plus-value ou une distinction sur les marchés quand on est aux normes. Par exemple, la production laitière bio en est un bon exemple. Des solutions, bien considérer le bénéfice à long terme, malgré une perte de rentabilité à court terme. Il faut se positionner collectivement pour supporter notre agriculture et je suis contente, tantôt on en a parlé de cet aspect-là. Je pense que si c'est trop lourd pour la ferme seule à supporter ces mises aux normes-là, il faut voir collectivement à s'en occuper. Troisième sujet, la relève. Bien, la relève, c'est simple, hein? Si on n'a pas de relève, on n'a pas d'agriculture. On a 40 des entreprises agricoles et 50 des entreprises de pêcherie qui devront être transférées au cours des 10 prochaines années. Et de ceux-ci, 50 leur fonds de pension, dans le fond, c'est l'entreprise. Ils n'ont pas d'épargne en dehors. La nouvelle génération de producteurs, les milléniaux, bien, c'est des gens qui sont à l'ère du numérique, de l'instantanéité, qualité, équilibre de vie. C'est primordial pour eux. Les défis? Bien, c'est d'avoir des entreprises qui sont suffisamment rentables pour dégager un montant adéquat pour assurer la retraite des cédants, une retraite bien méritée et la reprise d'une ferme pérenne pour la relève. Il faut que ce soit payant pour eux autres aussi de faire de l'agriculture. Un autre élément que je n'ai pas noté ici, mais qui est super important, je pense que c'est la valeur des actifs. Il faudra, comme cédant, se questionner sur la valeur de notre entreprise. On a vu tout à l'heure que ça pouvait valoir 10 $, par exemple, pour $1 de revenu. Alors, il y a quelque chose à se questionner là. Rendre le mode de vie agricole intéressant et stimulant pour la relève, mais ça, je ne suis pas vraiment inquiète parce que quand ils vont la reprendre, ça, c'est des gens super allumés, puis ils vont la mettre à leurs mains, puis ils vont avoir du plaisir à faire ça. Avoir de l'information de gestion au bout des doigts et innover en adoptant de nouveaux modèles d'affaires, surtout pour les relèves non apparentées. Solution? Voir ce qui se fait dans d'autres domaines en matière de reprenariat. D'ailleurs, vendredi passé à Montréal, il y avait le premier sommet mondial sur le reprenariat et une salle c'était à peu près le double de ça ici, puis on était à peu près 5 % du domaine agricole. Alors, c'est un sujet qui est important, pas seulement dans le monde agricole, mais dans toute la sphère économique. Planifier la structure financière et préparation d'un transfert. Pour moi, planification, c'est à l'opposition Bon, je savais que j'allais... d'improvisation, pardon. Hein? On n'improvise pas quand on planifie. Alors, il faut que ça se prépare longtemps d'avance. On ne se décide pas la veille là, que là, on veut transférer. Il faut décider 10 ans d'avance, 15 ans d'avance d'avoir une entreprise qui va être rentable pour pouvoir la transférer. Diversifier les sources de revenus et de retraite des cédants. Intéresser la relève à la gestion en misant sur les nouvelles technologies
et mettre l'accent sur la gestion et l'entrepreneuriat dans les programmes d'études professionnelles et collégiales, parce que le technique, il y en a beaucoup de conseillers techniques, mais au niveau de la gestion de l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut mettre plus l'accent sur le banc d'école. Dernier sujet, l'accompagnement. L'accompagnement, c'est hyper important. Encore selon notre focus group, selon la taille des entreprises, les services conseils peuvent être perçus différemment, soit comme une dépense ou comme un investissement. Je vous laisse deviner où je me situe. Il y a un manque de cohésion entre les intervenants, d'où l'importance de plus en plus des équipes multidisciplinaires pour entourer les producteurs. Et on est écrasé sous la paperasse. On n'est pas du monde de bureau. Les services conseils, il y a une offre importante et diversifiée au Québec, que ce soit au niveau technique, agro-environnemental, au niveau de la gestion. Il y a des programmes de subvention qui sont avantageux, qu'on ne retrouve pas ailleurs au Canada. Je pense que vraiment l'agriculture est bien soutenue par rapport aux services conseils. Maintenant, les services conseils en gestion, notre taux de pénétration est d'à peine 20 des entreprises ayant des revenus bruts supérieurs à 100 000 $. En 2012, le groupe AGECO et le SEGA ont fait une étude auprès de 245 non-utilisateurs de services conseils et on leur a demandé, lors d'une décision importante prise au cours des 3 dernières années, pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un conseiller en gestion? Et 78 des répondants n'en avaient pas besoin, ne voyaient pas l'utilité ou ne connaissaient pas ce service, alors que ça fait 40 ans qu'il y a des services subventionnés en agriculture au Québec. Moi, je me questionne dans ce 78 %-là, je ne serais vraiment pas surprise d'avoir quand même plusieurs entreprises HPA, on se rappelle, haut potentiel d'amélioration. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour ces entreprises-là. Par contre, il ne faut pas se leurrer. Il y a plein d'entreprises aussi qui n'utilisent pas nécessairement des services conseils et qui ont des super belles entreprises compétitives et rentables. Présentement, le temps de service conseil est alloué principalement à l'analyse du passé, un petit peu à la budgétisation et à la planification, et à peine au suivi. Et puis ça, bien, c'est normal parce que ça dépendait du programme qui était pan-canadien, où on mettait davantage l'accent sur le diagnostic pour bien comprendre l'entreprise. Nos défis par rapport à l'accompagnement, ce sera de répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises qui n'utilisent pas de services conseils. Quels sont leurs besoins, mais aussi à ceux qui sont rendus plus loin au niveau de la gestion, qui y croient, qui en font des budgets, puis qui sont rendus à aller encore plus loin. Je pense qu'il faudra offrir quelque chose de novateur à ces entreprises-là. Paradoxalement, au niveau du service conseil en gestion, on est une centaine qui sont accrédités au niveau des services conseils sur 1500 environ consultants. Alors, c'est sûr qu'il faudra hausser le nombre de consultants en gestion, mais aussi ceux qui sont en place, on a notre job à faire. Il faudra adapter notre façon de livrer des services conseils vraiment pour mieux répondre à la demande des entrepreneurs. On parlait de producteurs, fermiers, cultivateurs. Il y a eu une évolution à leur niveau, bien nous aussi, il y a une évolution qui doit être faite. Au niveau des solutions, on voyait tout à l'heure la répartition de notre temps. C'est important de savoir d'où on part, mais je pense qu'il faudra passer davantage de temps au niveau de la planification et encore davantage au niveau du suivi de notre plan d'action et de voir est-ce qu'on pose les bonnes actions et sinon faire autrement. Finalement, diversifier le programme des services conseils en gestion. Je ne demande pas nécessairement d'injecter davantage d'argent, mais peut-être de moduler les services que l'on offre, de mettre l'accent sur la planification stratégique, de favoriser le mentorat, les cellules d'échange et le coaching, d'encourager la formation en entrepreneuriat et en gestion des ressources humaines. Et quand je parle de ça, je ne parle pas des futurs agriculteurs, je parle des agriculteurs et des pêcheurs que ça fait 10 ans qu'ils sont en production et puis qui, là, ils veulent aller plus loin. Et de développer une expertise en organisation du travail et, s'il vous plaît, si c'était possible, d'alléger aussi un peu la partie administrative, c'est ma petite demande personnelle. Mettre à profit la technologie au service de la gestion. Gestion de la paperasse, c'est correct qu'il faut en avoir, il faut avoir des données, mais passer moins de temps peut-être à la saisir et plus de temps à l'analyser. Création de tableaux de bord. Et former les intervenants en management et en entrepreneuriat dès le niveau collégial et universitaire, et même, j'irais à dire, en formation continue aussi pour les consultants qui sont en place. Enfin,
Pour avoir des entreprises compétitives et durables, la gestion active doit être adoptée, encouragée, soutenue. Le financement responsable et innovant doit primer. L'accompagnement doit s'ajuster aux besoins de nos entreprises. Le maintien de bonnes pratiques est une responsabilité partagée du producteur jusqu'au consommateur. L'esprit entrepreneurial doit être promu au sein de la relève. Je vous dirais, au Québec, soyons plus smart que la compétition. Merci. Merci beaucoup, Mme Dominique Desrosiers, agronome et consultante en gestion agricole. Et tout de suite, nous enchaînons avec la présentation de M. Jean-Charles Levallée du Conference Board du Canada, où il est directeur du Centre for Food in Canada. Agroéconomiste, M. Levallée a aussi œuvré à la Banque mondiale et au Bureau de la sécurité alimentaire du Canada. Il a fait de l'enseignement, de la consultation, de la recherche, entre autres aux Nations unies, au World Food Prize Foundation et à la Michigan State University. M. Levallée va traiter du développement des secteurs agricoles et des pêches commerciales au Québec en s'inspirant des plus récentes études du Conference Board après un rappel des grandes tendances de la demande alimentaire. Il va aborder les performances et les perspectives de ces secteurs au Québec. Monsieur Levallée. Merci. C'est 150 pages, mais je ne vais pas faire tout ça en 20 minutes, là. C'est un bilan qui est sorti la semaine passée, jeudi passé, et je vais utiliser quelques diapos avec vous ce matin pour vous montrer comment le Québec se compare relativement aux autres provinces canadiennes. L'année passée, on avait fait Canada et le monde. Là, cette année, on fait les 10 provinces, et là, l'année prochaine, on pense faire les grandes villes canadiennes. Donc, bonjour, merci pour l'invitation. Un plaisir pour moi d'être ici. Comme on a dit, je vais parler de demande rapidement. Je vais parler un survol un peu sur les deux premières réunions que vous avez faites dans ce processus-là. Je vais parler de performance du Québec, puis après, je vais finir avec des perspectives. Donc, une autre raison pourquoi je suis ici, c'est que le Conference Board a développé, d'ailleurs, je peux marcher, on a développé une stratégie pan-canadienne alimentaire. On a regardé 5 grands thèmes. On voulait voir la viabilité, la prospérité le long de la chaîne alimentaire. On voulait comprendre donc la viabilité et la prospérité des agriculteurs. On a traversé la transformation jusqu'au détail et on a regardé les services alimentaires. On regarde les grands produits agroalimentaires au pays. On est allé partout au pays. On était ici à Québec. On est allé dans le Grand Nord pour comprendre mieux les problèmes de sécurité alimentaire là-bas. La question environnementale, il y avait des questions de produits locaux. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais 45 cents sur chaque dollar des dépenses alimentaires restent au Québec. L'Ontario, c'est le seul qui est meilleur que ça, c'est 50 cents. La moyenne nationale, c'est peut-être 25 à 35 cents. Donc, bravo pour le Québec. Et donc, on a consulté l'industrie, on a consulté les Canadiens, et on a eu 3 sommets. On a rencontré des milliers de Canadiens pour développer une stratégie longue de ces 5 grands thèmes, donc l'industrie, la salubrité, l'insécurité alimentaire, l'environnement et le bien-être des Canadiens à travers la consommation. Toute cette recherche-là, elle est disponible gratuitement, incluant le bilan là, que je vous ai montré, qui est produit la semaine passée. Mais là, vous pouvez parler de rentabilité des fermes. On a regardé ça. Oui, il y a un problème entrepreneurial pour 46 % des entreprises agricoles. Il y en a qui font des marges de 22 %. C'est fantastique. Et ce n'est pas juste ceux qui sont en haut de 500 000. Là. Il y en a 10 000 qui font ça. Mais il y en a d'autres qui perdent beaucoup d'argent. Donc, je vais regarder tout ça ce matin avec vous dans les 20 prochaines minutes. 19, disons. Donc, il faut savoir que la société, le marché canadien, il est mûr. Hein? C'est un marché qui ne va pas grandir énormément. La population, si on regarde en 2050, selon les prévisions démographiques, on parle d'une population de peut-être 50-53 millions au Canada. On est 36-37, là. Le monde entier, selon les Nations unies, de 9 à 10 milliards, disons 9,5. Donc, la demande pour l'alimentation va venir surtout de l'extérieur du Canada. Donc, il faut prendre ça en compte. On vieillit. Hein, on est une société vieillissante. Il y a des gens qui s'intéressent moins en moins à juste acheter. Ils veulent la qualité.
On a vu, le prix, ce n'est pas la première chose. Hein? Ils ont demandé des produits locaux en premier. Hein? Donc ça, c'est un peu... Ce qu'on voit, nous, au niveau des détails, selon nos études, c'est que la demande ethnique, c'est la partie la plus importante en ce moment. À peu près 70, là, j'ai marqué ici, c'est ça. Donc, les minorités, peut-être 20 de la population, mais ils représentent 70 de la croissance de la demande alimentaire. On a des changements, les milléniaux, la technologie, on s'intéresse à... On travaille plus, on est 2 couples, on ne travaille pas, on rentre à la maison, j'ai du soccer, ou j'ai des inondations au Gatineau, d'où j'habite. En tout cas, c'était intéressant depuis 3-4 semaines chez nous, là. Depuis le 2 mai, je dirais. Dernière fois, c'était en 1974, ça fait que j'étais tout petit. Je vais vous donner, pour commencer, je vais vous donner un portrait rapide sur l'ensemble du secteur. Il faut comprendre que c'est à peu près 200, ici, j'ai marqué ici 200 milliards. Vous allez voir, hein? Pour vous, ça s'arrête à gauche, c'est ça. Donc, les gens dépensent, sur l'ensemble de leur budget, ils vont dépenser 10 en bouffe, au magasin. Ils vont dépenser au restaurant. Ça, c'est 25 des dépenses à peu près. Ils vont dépenser un autre 5 et l'alcool. Donc, tout ce qui est boisson, là, ça, c'est un autre 3 Donc, sur l'ensemble, on voit que c'est à peu près 18 de la dépense. Sauf qu'il y a un problème, je vais vous expliquer plus tard, la dette a augmenté au pays. Ici, on voit une famille typique, là, une maison, un ménage, c'est à peu près 8 000 par année. Ça, c'est votre marché, là. Quand vous vendez, ce n'est pas quelque chose qui va grandir beaucoup, parce que la croissance des dépenses est décroissante au Canada. On dépense de moins en moins sur la bouffe. C'est mûr, vraiment, on parle de maturité du marché. Donc, on voit ici, si vous êtes en viande, ça va à peu près 15 d'un budget. 1 000 $ en viande. Si vous êtes dans le produit fruits de mer, c'est 200 $. C'est pas beaucoup. D'ailleurs, vous êtes la province, la deuxième province où on consomme le plus de poissons au pays, après la Colombie-Britannique. Mais aucune province consomme, selon le Guide alimentaire canadien, de 2 portions de 75 grammes par semaine. C'est seulement 1 portion par 10 jours, à peu près. Donc, sur l'ensemble, sur les 8, dans un mois, disons, le Québec en consomme 6. Donc, chapeau, c'est très bien, mais on pourra faire mieux. Bon, la croissance des dépenses alimentaires. Nous, au Conference Board, on est une boîte de recherche. On n'est pas le gouvernement. J'ai déjà eu cette question-là. On est indépendant, on est à but lucratif, on est très factuel, evidence-based, qu'on dit en anglais. Et puis donc, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on fait de la modélisation, on voit les prévisions des dépenses. Ça baisse. Ce que je dis, c'est décroissant. Donc, en fait, au Canada, les gens, peut-être la population va grandir, mais on va dépenser de moins en moins sur la bouffe. Donc, le part de marché, il va être quand même stable. Il va grandir un peu, mais pas de beaucoup, même si on s'en va à 50 millions à 2050. Ici, c'est un problème. Notamment dans par exemple, Toronto ou Vancouver, des grandes villes où on paye l'hypothèque, on paye les voitures. Il y a une conséquence. Ça n'a pas baissé. Ça a augmenté, on voit ici, sur 20 ans. Sur 25 ans, de 12 à 14 On est plus endetté maintenant. Donc, ça gruge dans la capacité de pouvoir s'acheter de l'alimentation pour nourrir nos familles. Donc, ça affecte surtout, je dirais, au niveau services alimentaires. Si vous travaillez comme producteur agricole et vous vendez directement à la restauration, c'est un plus grand défi dans le futur parce que les prix à la restauration est beaucoup plus grand qu'au détail. Et les gens vont manger de plus en plus à la maison. Conséquence, ils dépensent moins sur les services alimentaires. Si c'est un de vos clients, il faut prendre ça en compte. Il faut penser au futur, un peu de la planification, comme on disait. Bon, dans les tendances de viande, les gens, on voit que la viande rouge, les gens mangent de moins en moins. Porc aussi. Le poisson est stable depuis toujours. Ça ne bouge pas. C'est stable, 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 stable. On ne voit pas de différence. Par contre, en volaille, on voit. C'est la protéine la moins chère sur le marché à peu près. La demande en protéines à l'étranger, la plus grande croissance qu'on voit dans le monde entier, c'est la protéine laitière. Ça, c'est où on voit la plus grande demande. Mais c'est important de prendre ça en considération. Si vous voulez changer ou décider plus tôt, quand on planifie justement, on prend ça en compte pour voir les tendances. Il faut prendre ça en compte dans notre planification. Le détaillant, heureusement, même quand il y a eu des chocs, vous vous souvenez, il y a 10 ans, il y a eu une crise financière, il y a eu une crise des prix alimentaires dans le monde. Hein? On était moins affectés ici, en partie aussi à la gestion de l'offre qui stabilise les prix pour certains produits. Mais si on compare toutes les autres économies dans le Canada,
c'est l'économie où on voit qu'il y avait quand même toujours une croissance, c'était stable ou ça augmentait. Ça, c'est très bien. Moins vite que d'autres secteurs, là, comme les télés, autres industries de consommateurs de biens. Sur l'ensemble, le Canada est un exportateur net. On importe beaucoup de choses. C'est le café, on n'en produit pas. Les bananes, les fruits et légumes, on est net importateur. L'huile d'olive, des trucs comme ça. Oui, on est importateur net de certaines choses. Et c'est sûr que si le prix en Californie, où il manque de pluie et il y a une sécheresse, les prix augmentent, on va être affecté ici. On a vu l'année passée les prix augmenter. Là, c'est plus stable, ça baisse même. Mais l'importation plus ou moins stable. Je ne veux pas 2016, là, mais c'est à peu près pareil, mais on voit les exportations grandir. C'est une bonne chose. Ça, c'est pour vous montrer un peu les fruits et légumes, là, parce qu'on est à peu près 80 du marché est importé, et plus qu'un tiers passe à travers le Ontario Food Terminal à Toronto. Il y a fruits et légumes, ici, on parle de presque 7 milliards. C'est énorme. Et on n'en mange pas assez. Le Québec performe très, très bien en fruits et légumes. Vous mangez plus à la maison, vous cuisinez plus, vous mangez plus de fruits et légumes avec les gens de Colombie-Britannique. Et chapeau aux femmes, vous êtes beaucoup mieux que les hommes. Mais on ne mange pas assez. La recommandation sur le guide alimentaire canadien, c'est 8 portions par jour de fruits et légumes. On n'en mange même pas 5. 30 à 40 des Canadiens mangent 5 portions. Donc, il y a du travail à faire pour faire encore la promotion d'augmenter la consommation de fruits et légumes, notamment du Canada. Donc, un petit survol pour nourrir un peu la comparaison des performances. Ici, on a parlé de rentabilité. Hein? M. Lafleur en a parlé, vous en avez parlé. On voit que ici, c'est le rendement des actifs moyens. Le ABCD, c'est 25 c'est des quartiles, là. Donc, les meilleurs 25, A. Les derniers, en bas, les HPA, c'est D. Donc, Québec se situe assez bien en termes de rendement des actifs. Hein? C'est comme, on parle de rentabilité ici. Donc, c'est pas mauvais. 3 à 4 c'est pas mauvais. Colombie-Britannique, moins de 1 c'est à peine viable. Et l'Alberta, c'est un problème. Le deuxième, là, c'est parce qu'ils ont les plus grands risques au niveau des prix aux bovins. Ici, le ratio de solvabilité, on a parlé de dette. Un Québec est 4e, un B. C'est à peu près 25. Tu veux un haut ratio? Parce que, comme le Colombie-Britannique, ils ont des problèmes à payer leurs dettes. Ils peuvent perdre l'entreprise. Ils sont plus à risque. Surtout, on voit Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, l'Ouest canadien. Et donc, le Québec, c'est pas mauvais. Est-ce qu'on peut améliorer le ratio? Oui. Pourquoi l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, beaucoup mieux que nous? Ils ont des A. Donc, le modèle d'affaires est peut-être un peu différent là-bas. Cependant, il y a des risques à l'entreprise, la viabilité des entreprises, et on regarde au côté grande culture, vous avez un B comme Québec. Côté animalier, vous vous fiez un petit peu plus sur l'appui et les soutiens du gouvernement, ce qui fait que vous êtes beaucoup plus à risque en termes de votre prospérité et viabilité, et même, je dirais, même perte d'entreprise. Il y en a. C'est un des secteurs où vous êtes les plus affectés, là. Sur l'ensemble du secteur, il faudrait voir qu'est-ce qu'on peut faire davantage là, en termes d'améliorer des approches d'affaires entrepreneuriales, utiliser la gestion, des belles solutions là, proposées. Donc ici, c'est la transformation. Comme je vous ai expliqué, on regarde la chaîne alimentaire dans notre travail, et on voit que le Québec, ici, à peu près 5 en termes de croissance annuelle. C'est bien. C'est bien. Il y a l'île du Prince-Édouard avec les pommes de terre et autre chose. Là, il y a aussi Saskatchewan avec le canola. C'est une belle histoire d'innovation alimentaire canadienne qu'on doit en parler davantage. Ils sont partis de rien en 40 ans. Et là, on parle de milliards. L'industrie a des milliards et des milliards. Notre premier producteur au monde et exportateur au monde. Manitoba, c'est inquiétant, par contre. C'est vraiment c'est une décroissance. Ici, on parle d'innovation alimentaire, donc c'est les dépenses au niveau de la transformation. Si vous êtes un producteur, vous vous intéressez à innover, on en a parlé ce matin un peu de l'innovation, c'est Québec, premier. Vous dépensez plus comme secteur. Chapeau. C'est dépenses totales par capita. Hein? Donc, vous dépensez plus. Il y a de l'intérêt là pour l'innovation alimentaire. On est peut-être, comparé aux Américains, comparé aux Européens, des médaillés de bronze. Là. On est derrière d'autres. Mais on peut mieux faire comme pays. Mais les meneurs, ce sont, dans ce cas-ci, c'est le Québec.
Là, on a parlé de main-d'œuvre rapidement ce matin, mais je vais vous donner un portrait parce que j'étais à Agri-Carrière au colloque annuel il y a 2 mois, mi-mars, en Estrie, et j'ai fait un travail avec le Conseil canadien des ressources humaines en agriculture sur 3 ans, et on a regardé par secteur et par province 25 types d'occupations, même le camionneur que M. Lafleur mentionnait, on l'inclut. Recherche et développement, des spécialistes, des gestionnaires, les propriétaires. En anglais, on dit « owner-operators ». Donc, les fermiers, on inclut tout le monde là-dedans. Rémunérés, non rémunérés. Et vous avez vu le chiffre dans le vidéo, là, vous avez vu un chiffre, il y avait à peu près 56 000 emplois. En fait, ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il faut prendre le recensement de la population active, il faut rajouter parce qu'il y a des trous dans les données. Et donc, on peut majorer ça et on inclut les 25 occupations. Puis nous, on est arrivés, vous voyez la colonne bleu pâle, le bleu ciel, là, 65 000 pratiquement. Travailleurs étrangers, presque 9 000. Emplois vacants, 3 000. Donc, ça, c'est la demande d'emploi. La rareté, donc, c'est la différence entre l'offre domestique, l'offre d'ici, les emplois d'ici. Il y a presque 68 000, un petit peu plus que 68 000 emplois. Donc, l'écart est de 8 700. Ça, c'est la rareté actuelle. Au Canada, c'est 59 000. Et on a modélisé jusqu'en 2025. Tout ça, c'est gratuit sur Internet. Vous pouvez lire par province et par secteur. Mais ça augmente à 10 600 la rareté de la main-d'œuvre au Québec. Ça va augmenter à 114 000 au Canada en 2025. Donc, ça vous montre que c'est à peu près 12 % du marché. Il y a d'autres provinces, comme l'Ontario, qui est très affectée. Nouvelle-Écosse aussi. Ils emploient aussi l'Ontario, le plus grand nombre de travailleurs étrangers. Et donc, qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, donc le coût, d'accord, 5 minutes. Donc ici, le coût pour le Québec, 116 millions, mais sur l'ensemble du pays, le fait que les pertes de vente, là, c'est 1,5 milliard. Ça, ce n'est pas le long de la chaîne alimentaire. On parle juste de l'agriculture primaire. En dessous de la moyenne pour le Québec, donc c'est moins pire. Ici, on voit l'écart salarial en agriculture avec tout le reste des autres industries combinées ensemble. Quand on compare l'agriculture au reste, on voit que les salariés en agriculture reçoivent 72 cents pour chaque dollar que le reste de l'industrie reçoit. Il y a une augmentation. On voit que depuis 2002, par exemple, c'est juste en 67 cents. Même pas, 66,2, disons. Donc, ça va en s'améliorant, mais vous êtes derrière d'autres industries. Donc, la salubrité, l'année passée, on a comparé le Canada et le monde, comme je vous expliquais. On est arrivé premier avec l'Irlande. On est derrière dans certains secteurs, comme la traçabilité. Les Européens sont loin en avance que nous. Mais c'est pas pire. On a des secteurs qui ne performent bien et d'autres non. Donc, ça, c'est un portrait. Le Canada, premier en tête avec l'Irlande. On a regardé aussi l'innocuité en termes de salubrité alimentaire. Le Québec, E. coli, très bien. Vous êtes parmi les plus bas. Salmonelle aussi. Mais il y a du travail à faire au niveau de Compylobacter et la Listeria, où vous avez les plus hauts taux au pays. Donc, vous avez reçu un D. En gros, il y a 4 millions de cas d'infection par année au Canada et 240 décès. Obésité, très bien. Donc, vous êtes parmi les meilleurs au Canada. Vous voyez les jeunes, là, Québec, il y a quand même, c'est élevé. Hein? Il y a 2 tiers de la population qui est obèse ou en bon point, moi-même inclus. Donc, il y a du travail à faire comme population en santé. Mais par contre, si on compare toutes les provinces, le Québec se situe assez bien. On a aussi regardé diabète, maladies chroniques, cancer et autres choses. C'est dans le bilan. Donc, je vous ai parlé de fruits et légumes. Chapeau, vous mangez plus que les autres, mais personne ne rencontre les critères du Guide alimentaire canadien. C'est la même chose pour les fruits de mer, j'en ai parlé déjà. En termes d'environnement, ici, on voit que le Québec, sur 30 ans, en fait, il y a eu le plus d'efforts au Saskatchewan pour réduire les gaz à effet de serre. Au Canada, il y a eu une croissance au Québec, en Alberta et au Manitoba. Donc, il y a un travail à faire au niveau de la qualité de l'air. Vous êtes d'ailleurs la province où il y a le plus grand risque d'ammoniac, partout au pays. Bon, ici, c'est les risques de qualité des eaux, ici, les coliformes, Québec et l'Ontario, les terres à plus grand risque. De tout le pays, c'est au Québec, avec l'Ontario, qui a le plus de coliformes. Les terres qui sont plus à risque, pardon.
Et qu'est-ce que j'ai des pesticides? Donc, bravo pour les pesticides, vous êtes deuxième. 1A, relativement aux autres provinces, il y a des parts de terres agricoles à risque qui sont moins élevées qu'ailleurs. Par contre, je rajouterais l'azote, vous êtes parmi les derniers, sinon le dernier. Vous avez les terres les plus grands risques au pays, c'est au Québec, en termes d'azote, contamination à l'azote. J'ai phosphore? Oui, j'ai phosphore. Donc, Québec, c'est un C, c'est quand même élevé comparé à d'autres et la moyenne. On voit que c'est très faible dans les prairies. C'est surtout un problème dans les maritimes au Québec en termes de risque pour le phosphore. Donc, azote et phosphore, un souci au Québec. Par contre, chapeau, hein, vous l'avez mentionné, M. Lafleur l'a dit, et je m'inquiétais parce que je ne voulais pas qu'il rallonge trop, parce que je n'avais plus rien à dire. Mais vous adoptez, en termes d'entreprise agricole, il y a une conscientisation, hein, c'est génial. Regardez, le Colombie-Britannique, c'est 1/3 du Québec en termes d'adoption de planification environnementale. La planification, comme Dominique a dit, c'est important. Chapeau, continuez, parce que vous êtes conscient du phosphore et de l'azote et du coliforme et de l'ammoniac et tout ça. Vous le savez, donc vous faites quelque chose au niveau agricole, c'est très bien. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, toujours. Donc, en termes de perspective, je vous ai parlé de Canada et le monde. J'ai comparé le Canada avec 16 pays de l'OCDE. Et après, ici à droite, c'est le Québec et le reste du Canada, les 10 provinces. Il y a les territoires, mais il y a très peu de données là-dedans. Et ça n'intéresse pas personne de l'industrie agricole là-bas. C'est pas assez grand, là. Ce qui est plus inquiétant, c'est surtout l'insécurité alimentaire. Par exemple, la consommation d'alcool plus élevée au Yukon de tout le pays, de beaucoup. Ou les Autochtones en Nunavut. Ils sont le double, ou 25 ou 50 de la population, qui vivent d'une insécurité alimentaire de manière chronique ou accrue. Il y a du travail à faire là-bas pour les populations inuites. Le Québec va très bien. Hein? On a moins d'usagers des banques alimentaires, des trucs comme ça. Vous avez, avec la Terre-Neuve, le Québec, par contre, vous avez, en termes d'accès physique aux magasins de détail, vous avez le ratio le plus élevé au pays. Donc, ça, c'est très bien aussi. Donc, je vais finir, ça c'est ma dernière diapo. Être sensible aux signaux du marché et répondre à la demande. Je vous ai expliqué, il faut penser, si vous ne l'avez pas déjà fait, et il n'y en a pas beaucoup d'entreprises qui le font, mais de penser à l'extérieur du Canada, à l'extérieur de la province et à l'extérieur de votre communauté. Vous élargissez tranquillement. Ça, il y aura d'ici 2050 plus de demandes. Ça ne va pas vraiment être au Canada. Donc, miser sur la qualité et la santé. Ça, on l'a vu dans les d'autres diapos. Hein? Les gens, on a vu, il y a eu des problèmes d'une conscientisation de santé humaine, maladies chroniques ou consommation, vitamine D, anémie, tout ça. Les gens qui vieillissent pensent plus à la qualité, ils vont demander plus de qualité du marché. On voit à la hausse déjà, c'est la tendance. Et ça va juste augmenter. Même les milléniaux qui sont jeunes, il y a moins de soucis au niveau de la santé, mais eux, c'est ça, ils vont l'inclure. Ils veulent la qualité, ils veulent savoir d'où vient la bouffe. Il y a même sur le téléphone une application, This Fish. Je vais au restaurant, il y a le code barre et je peux voir le pêcheur et je peux suivre la chaîne alimentaire jusqu'à mon assiette. C'est fascinant. Ça, c'est un produit de Colombie-Britannique et qui est en train d'exporter dans le monde entier. C'est vraiment super. Donc, améliorer la prospérité économique du secteur, ça, j'en ai parlé déjà. Relever les défis de la main-d'œuvre. Juste un dernier mot aussi pour je n'ai pas parlé beaucoup de pêche. Je voudrais rajouter un point parce que vous allez voir que dans le temps, la pêche a diminué de beaucoup. C'est surtout l'aquaculture qui prime. Et même dans le monde entier, la moitié de la production des pêches dans le monde entier, ça vient de l'aquaculture, qui n'est pas de la pêche. L'aquaculture, c'est de l'agriculture. C'est juste que le même produit que les pêches. Mais on ne devrait pas les mettre ensemble. Il se trouve qu'au Canada, on n'a pas de législation pour l'aquaculture. Les pêches, ça dure, je pense, du 19e siècle en termes de législation, puis l'agriculture, il ne se situe pas entre les deux. Donc, il faudrait faire quelque chose au niveau fédéral. Le Nouveau-Brunswick, ils l'ont fait. Ils ont un Aquaculture Act, donc au niveau législatif. Et on pourrait tripler la production en aquaculture au pays. Donc, plus d'emplois là. Donc, à continuer à adopter les pratiques durables. Ça, je voudrais juste rajouter, le long de la chaîne alimentaire, c'est mon dernier point. On a vu que le Québec, très bien, en termes d'adoption de pratiques en planification environnementale, c'est très bien. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Mais tout le monde a un rôle à jouer. Ce n'est pas juste les agriculteurs. Les transformateurs aussi, il y a les services alimentaires, même le consommateur, parce que vous savez, sur la chaîne alimentaire, le gaspillage alimentaire équivaut à 31 milliards de dollars par année au Canada.
C'est énorme. Ça, c'est la bouffe. Si on prend tout qu'on a fait pour créer cette bouffe-là sur notre assiette, ça augmente à 107 milliards de pertes. C'est difficile à comprendre, à saisir la taille, là, mais c'est massif. Et la moitié de cette perte-là vient des consommateurs. La moitié du gaspillage alimentaire au Canada vient des consommateurs, ce n'est pas les agriculteurs. Oui, vous avez des pertes post-récolte, tout ça, oui, je comprends. Mais il faut faire un travail davantage sur la consommation. Et vous allez voir, il y a une sensibilisation accrue en termes de réduction et comportement. Vous voyez, les Colombie-Britannique, Québec et autres, le consommateur fait un effort pour s'ajuster. Ça veut dire qu'il va demander moins du secteur. On va produire moins parce qu'il va y avoir moins de demandes, parce qu'on a géré notre gaspillage. En Alberta, c'est 3 % seulement de la population versus presque 50 en Ontario. C'est vraiment intéressant, le comportement canadien. Mais même en Gatineau, on a des bacs bruns. Hein? Je jette tout. Même, je peux mettre des os, fruits de mer, tout rentre là-dedans. Et si je le mets dans les poubelles, on va me pénaliser. L'amende est de 250, je pense. Donc, on peut se faire appuyer par des programmes municipaux aussi. Donc, je peux en parler plus longtemps. J'ai fini mon temps. Merci pour votre attention. Je suis heureux de répondre à toutes vos questions par la suite. Merci, M. Levalet du Conference Board du Canada. Et pour compléter le trio, cette fois, nous allons entendre M. Patrick Mundler, professeur titulaire en développement rural à l'Université Laval. M. Mundler est un spécialiste des circuits alimentaires de proximité et des relations entre l'agriculture et les territoires ruraux et périurbains. Il a publié différents ouvrages sur ces questions. À l'Université Laval, il dirige le programme multifacultaire d'études supérieures spécialisé en développement rural intégré. M. Patrick Mundler va traiter du développement de l'agriculture et des pêches sous l'angle des enjeux de valorisation et de préservation des ressources des territoires. Il va explorer des avenues conciliant compétitivité du secteur et territoires variés. Alors, M. Mundler. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment enchanté d'être ici. Alors, j'ai un rôle un peu difficile parce que j'interviens le dernier. Vous en avez peut-être un peu assez. On a parlé d'entreprise, on a parlé de secteur. Puis là, je vais essayer de vous intéresser un peu aux questions de territoire et aux relations qu'il y a entre l'agriculture et le territoire. Je vais faire ça autour de 3 idées. D'abord, rappeler autour de 3 prémices rapides qu'il y a quand même des tensions, mais il y a aussi des complémentarités si on raisonne les relations entre agriculture et territoire. Ensuite, je vous ferai part d'un cheminement que j'ai essayé de conduire pour regarder finalement quel était le rôle que jouait l'agriculture sur les territoires aujourd'hui au Québec. Puis, j'ai eu des résultats auxquels je ne m'attendais pas tout à fait. Et puis après, je terminerai avec quelques exemples pris au Québec ou ailleurs concernant le développement en relation de l'agriculture et du territoire. Alors, je commence avec mes trois prémices. La première prémisse, c'est qu'il y a toujours quand même une tension entre le développement sectoriel d'une branche de l'économie et le développement territorial. La logique de développement sectoriel, ça conduit à ce qu'on se spécialise. On est dans le monde de la compétition. L'enjeu, c'est de survivre, et puis c'est normal, dans un cadre de compétition. Résultat, je vous ai mis ici une photo de Détroit. Quand une ville ou un territoire rural, peu importe, dépend complètement d'une spécialisation d'un secteur, puis que ce secteur entre en crise, eh bien, le territoire doit se reconstruire. Alors, paradoxalement, aujourd'hui, à Détroit, ils le font autour de l'agriculture en partie. Alors que la logique de développement territorial, c'est d'abord l'attachement à un endroit qui va jouer. C'est pas, on n'a pas besoin spécialement de spécialiser la main-d'œuvre, de toujours dans la spécialisation. On va essayer de comprendre plutôt comment tenir avec des ressources qu'on a sur un territoire donné.
Et donc, c'est plutôt la coopération que la compétition, c'est plutôt la flexibilité que la spécialisation, etc. Donc ça, c'est une première prémisse. La deuxième prémisse, c'est que l'agriculture, les pêches, c'est quand même, mais ça a été rappelé ce matin, je vais passer très vite, ce sont des secteurs qui sont quand même, qui ont des spécificités. On travaille avec du vivant, ça a été rappelé. On utilise des ressources dont la quantité à l'échelle mondiale, elle est finie. Des terres agricoles, on ne va pas en créer une fois qu'on a tout utilisé. Les océans, c'est la même chose. L'agriculture, si je reviens à elle, elle a besoin de terre. Et puis, la valorisation économique qu'elle tire des terres, elle est toujours plus faible comparée à ce qu'on peut tirer en ayant d'autres usages. La rentabilité à l'hectare des condos est plus forte que la rentabilité à l'hectare du blé, on est d'accord là-dessus. Voilà. Mais en revanche, par ces activités, elle contribue évidemment à modeler le cadre de vie, à aménager l'espace, et donc elle a une relation particulière au territoire par rapport à d'autres secteurs de production. Ma troisième prémisse est la suivante, c'est que si on s'en tient au marché de masse, eh bien, la compétitivité va dépendre essentiellement des coûts du capital, du travail, des ressources naturelles. Jusque-là, c'est assez simple. Mais ça conduit à une évolution qui est pratiquement inévitable. Concentration au sein d'entreprises de plus en plus grandes, parce qu'on va aller chercher des économies d'échelle, des gains de productivité. Spécialisation des entreprises et des territoires, qui peuvent aller à l'encontre de la logique de développement territorial dont j'ai parlé tout à l'heure. Industrialisation des processus de production. On s'étonne de temps en temps de penser que les enfants croient que les poissons poussent dans la mer Carrée avec déjà de la panure autour. Et puis, intensification des usages, de l'usage des ressources. Puis j'ai écrit surtout lorsque les coûts sont différés. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si, je vais prendre un exemple à l'autre bout du monde, comme ça personne ne se sentira directement concerné. Lorsque, dans certains pays du Moyen-Orient, on pompe dans des nappes millénaires pour faire pousser du blé, eh bien, on vide ces nappes petit à petit. On en pompe à peu près 20 fois leur recharge annuelle. Un jour ou l'autre, il n'y aura plus d'eau. Ou alors, elle sera tellement salée qu'on ne pourra plus la faire. Voilà. Donc, mais là, les coûts sont différés. Ce coût-là, il arrivera plus tard pour les générations futures. Donc, il y a une intensification de l'usage des ressources. Puis, quand elles sont gratuites, bah forcément, on a tendance à s'en servir de plus en plus. Donc, qu'est-ce que je tire comme enseignement de ces trois premières prémisses? On peut avoir, dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture, une dissociation entre croissance sectorielle et développement territorial. J'y reviendrai. Il y a des risques pour certaines filières, lorsque se pose la question de la masse critique d'acteurs, pour conserver des services de la recherche et développement, etc., avec cette concentration. Les fermes deviennent plus grandes, ça a été rappelé, puis de fait, ça a été aussi dit ce matin, elles sont plus difficilement transmissibles. On a des difficultés autour de ça. Puis qu'est-ce qu'on voit arriver? On voit arriver des investisseurs que je vais appeler capitalistes par rapport aux investisseurs des familles agricoles. L'isolement social d'agriculteurs seuls sur leur rang. J'ai entendu dire qu'il y avait de plus en plus des travailleurs de rang qui étaient préoccupés d'accompagner ça puis de réagir là-dessus. Et des externalités environnementales. Alors ma deuxième partie, c'est l'agriculture au corps du développement des territoires, point d'interrogation. J'aurais voulu pouvoir mettre un point d'exclamation. Je n'ai pas pu. Alors j'ai procédé de la façon suivante. Je me suis intéressé à essayer de croiser des données qu'on n'avait pas croisées encore, qui sont les données de l'indice de vitalité du ministère des Affaires municipales avec certaines dimensions du recensement agricole. Je rappelle quand même, donc là il va y avoir quelques cartes, j'espère qu'elles sont claires. Vous avez toujours une échelle sur votre gauche, une carte qui exprime quelque chose et un petit commentaire. Donc sur cette première carte, un petit rappel, au Québec, la population elle est très fortement concentrée. Vous avez ici une carte qui représente la densité de population, plus c'est rouge, plus c'est concentré. Si je regarde la vitalité des municipalités, c'est-à-dire que je prends l'indice utilisé par le ministère des Affaires municipales, le MAMO, eh bien, qu'est-ce que je vois très, très vite par rapport à la carte d'avant? Au fond, qu'est-ce que vous voyez? C'est que la vitalité des municipalités, elle est fortement corrélée à la densité de la population. C'est à peu près la même carte. Les endroits où l'indice est élevé, c'est là où il y a de la population. Si je regarde les fermes maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre, j'ai repris un peu le passé, 1951 et 2011, qu'est-ce qu'on voit? On voit une disparition énorme du nombre de fermes. Donc là, c'est la densité de fermes au kilomètre carré, pardon. Vous voyez qu'en 50, il y avait encore plein d'endroits au Québec où il y avait plus de 2 fermes au kilomètre carré.
en 2011, au recensement de 2011, il n'y en a pratiquement plus. Et puis, si je continue toujours, je regarde maintenant où est-ce que l'agriculture produit le plus de richesses. Là, la carte que je vous présente, c'est la densité de revenus agricoles au kilomètre carré, là aussi. Plus c'est vert foncé, plus cette densité de revenus agricoles est élevée. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que, quelque part, c'est plus élevé là où tout à l'heure, on a déjà vu qu'il y avait plus de population et puis plus de vitalité économique. C'est-à-dire que, quelque part, on voit que l'agriculture, elle arrive, elle se concentre là où il y a aussi la population, là aussi où il y a la vitalité. Mais de fait, est-ce que je peux tirer une relation entre cette vitalité de l'agriculture puis la vitalité des territoires? Pas vraiment. Là, vous avez deux petits nuages de points. L'un, j'ai regardé les municipalités de plus de 2000 habitants, puis en dessous, les municipalités de moins de 2000, là où on pourrait se dire, il y a de l'agriculture, il se passe quelque chose. Et puis, vous avez la densité des fermes sur l'échelle horizontale et l'indice de vitalité sur l'échelle verticale. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a bien une petite corrélation, mais elle est pratiquement la même dans les deux graphiques. Et puis, un nuage de points avec pas mal d'éclatements. Bon. Difficile de tirer de tout ça l'idée, et je le regrette parce que c'est ce que j'étais allé chercher quand j'ai commencé à travailler sur ces données, qu'il y a une relation entre la vitalité des municipalités aujourd'hui et la densité des exploitations agricoles. Difficile de trouver ça, on y reviendra. Ça a déjà été présenté par tout le monde ce matin, c'est qu'il y a une certaine polarisation des fermes au Québec, avec des petites, des grandes, etc. Ce que je veux souligner là, c'est l'évolution de ça. Claude Lafleur, il avait mis les fermes moyennes, je crois, à partir de 50 000. Je vais les mettre un peu plus loin, moi, à partir de 100 000. Et ce qui est frappant, si on regarde depuis 91, puis les chiffres de 2016 que j'aurais pu mettre là, ils confirment ce que je vais vous dire là, c'est qu'au fond, on a une diminution des fermes moyennes, une croissance des fermes grosses, les plus de 500 000, et une relative stabilité qui peut paraître surprenante des petites fermes qui sont à moins de 100 000 dans le temps. Si je reviens à mes cartes, qu'est-ce qui se passe pour ces petites fermes? Où sont-elles? Eh bien, on s'aperçoit qu'elles sont là où il y a moins d'agriculture. Là, vous avez une carte qui montre la proportion, le pourcentage d'exploitation de moins de 100 000 de revenus bruts. Où sont-elles situées? Elles sont situées dans les territoires périphériques. Vous vous rappelez des cartes tout à l'heure, l'agriculture était concentrée plutôt au niveau des terres du Basse-Terre du Saint-Laurent, pour aller vite, mais aussi là où il y avait de la population. Et les petites fermes, elles occupent les espaces périphériques. Alors, qu'est-ce que je tire de tout ça? Pareil, principaux enseignements. On voit et on assiste à une concentration progressive de l'agriculture. Cette concentration, elle est à la fois sectorielle, les fermes grandissent, et puis elle est territoriale. Les fermes se concentrent sur le plan spatial et, manque de chance, entre guillemets, elles ont tendance un peu à se concentrer aussi là où il y a déjà de la concurrence d'activités et d'autres choses. Dans l'ensemble, le rôle de l'agriculture sur la vitalité socio-économique des territoires, il s'affaiblit. Encore une fois, c'est ce que j'aurais voulu trouver autre chose, mais je m'aperçois de ça. L'agriculture, aujourd'hui, elle pèse moins sur la santé et la vitalité des territoires qu'avant. Puis ça va être un peu l'objet de mon troisième point tout à l'heure. Et donc, évidemment, on peut se poser la question de cette reconnexion entre agriculture et territoire. Et puis, ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est que ça nous montre aussi qu'on a des territoires qui ne sont pas les mêmes. Ces territoires qui ne sont pas les mêmes, ils n'ont donc pas les mêmes enjeux. Et si on raisonne une politique, quelle qu'elle soit, à un moment donné, il faut se poser la question de son adaptation aux spécificités des territoires. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Mon troisième point, c'est comment on fait pour rechercher de la compétitivité, je savais que j'allais buter sur un mot, dans des territoires contrastés, qui ont des enjeux divers, multiples. Alors, j'ai pris deux cas extrêmes. Vous avez des situations où vous avez de l'agriculture qui est très prospère, mais dans des territoires qui se dévitalisent sur le plan socio-économique, socio-démographique, culturel, etc., etc. Certains se rappellent peut-être du cri d'alarme, je vais appeler ça comme ça, qu'avait lancé monsieur le maire de Saint-Marcel-de-Richelieu au moment de la commission Pronovo.
en disant, nous, on est dans un territoire où l'agriculture est prospère, mais la municipalité, elle rencontre de très nombreuses difficultés. Puis à l'extrême, à l'autre extrême, vous pouvez avoir des territoires qui ne vont pas si mal, mais dans lesquels l'agriculture, elle est juste remplacée par une vache en plastique qu'on met pour... Voilà. C'est-à-dire où il n'y a pratiquement plus d'agriculture. Ouais. Et au fond, et puis vous avez le pire, c'est quand il y a à la fois dévitalisation de l'agriculture et du territoire. Et donc, quelque part, les enjeux, ça va être de remonter, de faire un trajet, si on pense les défis pour l'avenir, de faire un trajet qui nous amène vers un lieu où le territoire et l'agriculture sont tous les deux prospères et dynamiques. Sauf que le chemin qu'on va prendre, il ne va pas être tout à fait le même. Les enjeux et les défis ne vont pas être tout à fait le même si vous êtes en haut à gauche ou si vous êtes en bas à droite. Et donc, c'est ce que je vais illustrer pour la fin de mon exposé à partir de quelques exemples. Alors, je vais partir de la notion de ressources. En économie, la ressource, ce n'est pas ce qui est là, forcément. La ressource, elle est aussi créée. Elle est créée par les acteurs, par les collectifs, par les individus. On a l'habitude de distinguer deux types de ressources, la ressource générique et la ressource spécifique. Pour aller vite, la ressource générique, c'est celle pour laquelle vous allez être en concurrence avec le monde entier parce que vous avez la même que les autres. La ressource spécifique, c'est celle qui, à un moment donné, va vous spécifier, vous différencier. Et donc, elle est moins, on peut moins la sortir, elle est moins facilement délocalisable. On ne peut pas forcément la substituer en allant produire la même chose juste à côté parce que la main-d'œuvre est un tout petit peu moins chère. Non, parce qu'elle a justement gagné ses spécificités. Les ressources, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'elles peuvent être potentielles, elles peuvent dormir, et puis elles peuvent être activées. À un moment donné, les acteurs ont réveillé les ressources. Il y a un exemple que j'aime bien, vous aurez compris à mon accent que je ne suis pas québécois, donc de temps en temps je vais prendre des exemples ailleurs, mais j'ai un village de montagne en France qui, à un moment donné, ils ont découvert une grotte dans laquelle il y avait des ossements d'ours. Puis tous les archéologues là sont venus, ils ont trié, les biologistes ont regardé les os, puis ça a pris 1 an et demi de chantier, tout le monde a regardé ça, parce que c'était assez inattendu. Puis ensuite, tout le monde est parti. Puis le village, il est resté avec sa grotte, et puis, etc. Puis la grotte, elle est haut dans la montagne, personne ne peut y aller. Donc ils se sont dit, comment on peut valoriser ça? Ils ont transformé ça en ressources, en disant, on va faire un musée de l'ours. Et puis, les agriculteurs ont dit, ah, bah, c'est bien, nous, on va, à côté du musée, faire un magasin avec la fromagerie, etc. Et puis, bon, vous voyez comment on a créé les ressources. Ils n'avaient pas grand-chose pour eux, ils les ont créées, ils les ont inventées. Donc c'est là-dessus que je voudrais insister sur la fin de mon exposé. Les quelques photos que j'ai mises expriment différentes idées. À Sainte-Élisabeth de Warwick, la fromagerie du presbytère, elle reçoit entre 1000 et 4000 personnes tous les vendredis pour faire ce qu'ils appellent les vendredis mous, où ils invitent les gens à venir manger du fromage, quoi. C'est énorme, c'est un succès important, puis j'ai mis d'autres exemples. Alors, je vais commencer par les côtés toujours un peu plus difficiles. Ces ressources, elles sont à préserver. Je vous ai mis ici une photo que j'ai prise en Floride, où quand ils ont commencé à s'intéresser à l'état du sol, ils ont planté un poteau, puis ils l'ont enfoncé jusqu'à ras le sol. Et puis vous voyez, là, quand j'ai pris la photo, le poteau, le même, il sort d'à peu près 6 pieds de haut. Hein, la personne à côté, il n'y a pas de trucage, là. Hein. Entre 1924 et 2011, quand j'ai pris la photo, ils ont perdu l'équivalent de 6 pieds de terre. Alors c'est en Floride, vous allez me dire. Moi, je suis allé dans le sud du Québec, là où il y a le maraîchage sur les terres noires, puis ils me disent on est à 2 cm par an. J'ai demandé à d'autres collègues, qu'est-ce qui se passe? Les tributaires du lac Saint-Pierre, c'est, vous avez le chiffre là, 1 386 000 tonnes de sédiments qui viennent des différents tributaires et qui foutent le camp. J'ai fait un petit calcul à l'aide d'un agronome, ça représente à peu près 450 hectares qui vont en 2014, mais c'est dans des chiffres à peu près moyens, normaux, 450 hectares qui partent dans la rivière. Alors j'avais fait une boutade, je ne sais pas si elle est drôle, mais je trouvais que le lac Saint-Pierre, il était aussi un gros accapareur par rapport à d'autres. Alors,
on a des ressources à restaurer. Là, je vous donne un exemple de ce qui se passe dans le sud du Québec, où une communauté d'agriculteurs, appuyée par des chercheurs, appuyée par des professionnels, se sont dit, au fond, pourquoi on n'arrive pas à faire durer un certain nombre de pratiques. Dès que la subvention s'arrête ou dès que le projet est fini, on revient à des pratiques anciennes, on a du mal à installer. Et donc, ils sont dans un système qui s'inspire de ce qu'on appelle les laboratoires vivants, où on co-crée avec les agriculteurs, en s'appuyant sur leurs connaissances, en s'appuyant sur leurs valeurs, des solutions qui sont testées en continu et immédiatement. Donc là, on co-construit avec eux des pratiques agro-environnementales, et puis il y a un effet de mobilisation d'une communauté réellement autour de ça. Les agronomes avec qui on travaille disent on n'a jamais vu ça, les gens ils viennent, ça fait 2 ans que le projet a commencé, un peu plus, 3 ans maintenant, ils sont là et ils sont de plus en plus nombreux, alors qu'on est dans des zones où c'est difficile de parler d'agro-environnement. Des ressources à spécifier. Là j'ai pris un exemple au Québec, une entreprise qui a transformé une contrainte en atout. Elle s'est dit, on est très au nord. Ben ouais, on est la laiterie la plus au nord du Québec. Notre lait, ce n'est pas juste du lait. C'est le terroir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a raconté une histoire autour de ce lait. Et puis cette histoire, elle est belle, elle fait envie. On a créé des produits qui vont avec tout ça, etc. Donc là, on a typiquement cet effet de ressources qui pourrait être générique. Le lait, il peut être générique. On le spécifie de telle façon à le rendre intéressant, enfin, différent en tout cas. Des ressources à activer. Là, je vous emmène en Suisse. Je vous emmène en Suisse parce que la Suisse, elle a fait sa loi sur les appellations réservées en même temps que le Québec. Ils ont développé des choses. Et là, on est dans un petit coin de montagne où les agriculteurs se sont mis ensemble pour créer une fromagerie avec un cahier des charges extrêmement rigoureux. Ils se sont dit, quelles sont nos ressources? Nos ressources, c'est les pentes, c'est les alpages, c'est le bois, bien sûr le lait de nos vaches. Donc, on va faire cuire le fromage au bois. Puis ça, c'est dans le cahier des charges. On va le distinguer parce qu'on s'est mis un certain nombre de choses. Notre fromage, il sera produit dans les alpages, et seulement là, etc., etc. Eh bien, figurez-vous, ces 68 agriculteurs, moi, je trouve leur fromage à Québec quand je vais à la fromagerie. C'est un succès extraordinaire. À partir d'un coin qui n'avait pas beaucoup d'atouts, je peux vous le dire. Donc, c'est une façon pour moi de dire, vous avez un outil extraordinaire avec la loi sur les appellations réservées, il y a plein de choses à imaginer et à inventer. Un autre exemple au Québec, la MRC des érables, qui mise sur le développement. Les municipalités, elles sont coincées aussi. J'étais frappé dans un certain nombre d'endroits, on fait des enquêtes et puis on rencontre les agriculteurs, on rencontre les entreprises, puis elles nous disent voilà comment on se différencie, voilà comment on fait de la croissance. Puis on rencontre la municipalité, puis elle dit nous on est 100% au territoire agricole, donc on ne peut pas tellement avoir de croissance. Et puis il y a quelque part un décalage. La municipalité aussi, pour vivre finalement comme une entreprise, elle a aussi besoin de pouvoir faire de la croissance. Donc la solution originale qu'a trouvée la MRC de l'érable, c'est de tester, faire venir du monde finalement autour de projets avec une part d'agriculture, mais qui pourrait être à temps partiel. J'ai trouvé ça intéressant. C'est vraiment une façon aussi d'activer la ressource. Là, j'ai pensé aux pêcheurs. Et je suis allé chercher, là on est dans le monde de la commercialisation. On est en France, la pêche connaît une crise importante et un groupe de pêcheurs se dit mais comment on pourrait faire? Puis ils ont regardé ailleurs ce qui se passait, puis ils se sont inspirés des paniers ASC que tout le monde connaît ici, qui sont proposés autour des Quitaires notamment. Alors vous allez me dire 5 bateaux de pêche, 21 marins, c'est pas énorme. Ils ont passé des contrats de livraison avec les gens des villes autour. Là. Et puis, ils livrent chaque mois 1800 paniers dans 14 points de chute. Des paniers qui valent à peu près $50, l'équivalent de $50. Net, pour chaque pêcheur, pour chaque marin sur le bateau, parce qu'ils ont décidé d'un commun accord de partager de façon équitable les recettes supplémentaires, net, ça représente $5200 supplémentaires de salaire pour chacun d'entre eux grâce à ce système. L'imagination, encore une fois. Alors, je conclus, j'espère que je suis dans les temps.
À chaque territoire, ses ressources à valoriser, réveiller, inventer. Là, j'ai mis une image d'un article. Il est paru il y a longtemps, en 1984. À une époque où, en France, les organisations agricoles, en Europe d'ailleurs, toute l'Europe, les organisations agricoles disaient « pas de pays sans paysans ». Pas de pays sans agriculture. Et ce géographe très connu, Jacques Lévy, il a écrit un article, puis il a dit « oser le désert, et alors ?» C'est-à-dire, en gros, il a expliqué dans son article que cette histoire de pas de pays sans paysans, ça ne correspondait pas à l'évolution de l'agriculture moderne, et que les pays, ils allaient bien se débrouiller sans l'agriculture. Ils pouvaient devenir des réserves naturelles, ils pouvaient devenir des zones touristiques, ils pouvaient faire d'autres choses que de l'agriculture. Voilà. Alors pourquoi j'ai mis cette image? C'est parce que je veux quand même rappeler, puis ce n'est pas à moi de le décider, c'est que si on décide de soutenir le choix du développement des territoires, ben c'est au fond un choix de société. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et puis on peut choisir que non, on va concentrer nos efforts là où il y a de la compétition à gagner, mais on peut aussi décider que ça a de l'intérêt et de l'importance de favoriser le développement des territoires. Et si on décide ça, alors une décentralisation plus forte des politiques me semble nécessaire, de telle façon à rendre aux territoires un petit peu plus de choix, à rendre aux territoires la possibilité d'adapter les choses en fonction de leurs caractéristiques. Ça conduit aussi à un dialogue qui contribue à rapprocher les citoyens de leur agriculture. Tout à l'heure, il a été dit que la cohabitation, puis il y a eu de différents signes dans le sondage qui montraient que c'était un élément important. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a parlé dans les réunions de préparation au sommet de producteurs, consommateurs. Mais le consommateur, de temps en temps, il est citoyen. Et puis, de temps en temps, le citoyen, il n'est pas d'accord avec le consommateur, qu'il est lui-même aussi. C'est-à-dire qu'il est des fois tiraillé et en contradiction. Donc, un dialogue, je pense que, par exemple, les PDZA ont mis la table là-dessus, pour mettre en œuvre des politiques intégrées qui articulent les logiques territoriales et sectorielles, je retourne au début de mon exposé, et qui permettent de relier les choses. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un dire qu'il ne faut pas laisser le ministère de l'Environnement puis le ministère des Affaires municipales intervenir sur nos affaires. Mais je pense exactement le contraire. Je pense que justement, on va y arriver s'il y a des politiques intégrées qui mêlent les enjeux de la santé, du développement territorial, de l'agriculture et de la protection de l'environnement. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. Alors moi, je reste là. Merci beaucoup, M. Patrick Mondler de l'Université Laval. Et j'invite les deux conférenciers précédents à monter sur scène pour une période de questions. Nous disposons d'une dizaine de minutes, donc dès que vous êtes disposés à poser des questions, micro numéro 2. Bonjour. Oui, bonjour. Martin Caron de l'UPA, producteur en Mauricie, entre autres. C'était beaucoup inspirant, autant vos trois conférences, entre autres. J'ai deux questions. Je vais y aller dans un premier temps, parce que vous avez parlé, entre autres, service conseil. C'est un élément assez important, tout ça. Je voudrais peut-être faire juste valoir sur le soutien des services conseils, entre autres. Puis, dans la présentation aussi, il était mentionné qu'il y avait une plus-value par rapport au PAF qu'on fait, tout au niveau de l'environnement, puis qu'au niveau du Québec, on était coté quand même assez élevé. Il faut dire qu'il y a eu de l'investissement. Il y a eu de l'investissement, mais avant toute chose aussi, il y a eu de la mobilisation des producteurs agricoles. Puis je pense par rapport au service conseil, c'est peut-être un élément qu'il ne faut peut-être pas oublier, qu'il faut peut-être réaliser, c'est que bien souvent, cette mobilisation-là s'est faite par des associations ou des organisations. Et c'est tout un cycle quand on utilise ça. Et ce cycle-là, entre autres, je veux parler des productions en émergence, qu'on peut dire, où on a parlé de masse critique avec M. Lafleur. C'est un élément assez important parce que des fois, on oublie de soutenir ces organisations-là qui sont dans le développement, puis je peux en nommer quelques-unes. Je pense au niveau du lapin, au niveau apical, au niveau bio, entre autres. Je pense de soutenir ces associations-là, même si ça ne rentre pas nécessairement dans les programmes, ça permet de mobiliser le monde et d'avoir un esprit de développement. Et les personnes sont prêtes à relever des défis. Et ça, il y a beaucoup de travail qui sont faits. Je pense qu'il faudrait avoir peut-être une réalité. Puis ma question peut-être pour les services conseils, c'est de voir, est-ce que vous voyez le même lien, autant avec les centres d'expertise aussi qui sont là, puis qu'on se doit
aussi d'amener de l'investissement là-dessus. Ma deuxième question, qui va un peu le lien, entre autres, avec notre dernier conférencier, j'ai adoré ça. Vous avez parlé de développement de territoire. L'avantage qu'on a ici au Québec, c'est qu'on a des fermes partout, dans chacune de nos régions. Puis c'est vraiment diversifié. Puis les enjeux de la politique, si on a une vision au niveau du gouvernement de garder ça, il faut appliquer des politiques qui vont avoir comme objectif ces éléments-là. Et là, c'est de l'investissement, entre autres. J'aimerais, au niveau de la question, parler un peu, parce qu'on a parlé, oui, les éléments de développement, mais par rapport aux biens services écologiques, entre autres. Parce qu'on n'a peut-être pas parlé de ce volet-là que l'agriculture amène aussi, du côté faunique, etc., tout ça. J'aimerais avoir votre idée là-dessus, parce que je sais que vous avez voyagé aussi. Merci. Madame Desrosiers, d'abord. Bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous que la mobilisation des producteurs, c'est super important. Maintenant, ce n'est pas moi qui gère les cordons de la bourse. Alors, si on veut en mettre davantage dans le système, je dirais jamais non. Mais si on veut l'utiliser différemment pour encourager justement les associations de producteurs, pas seulement pour des revendications, je dirais par contre syndicales, mais vraiment pour mettre en place des moyens qui vont aider les agriculteurs à bien gérer leur entreprise. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Et je suis la première quand j'arrive là, à la cuisine d'une entreprise, puis qui se mettent à chialer contre leur association de producteurs, puis à faire des critiques, à leur dire je t'invite à te présenter et à t'impliquer parce que ceux qui sont là, ils sont tout comme toi, ils ont une ferme à gérer. Puis je pense que si on n'est pas content, il faut plus s'impliquer que chialer. Les centres d'expertise aussi, je pense que c'est très bon. Ils sont là pour nous éclairer, nous amener de nouvelles visions que lorsqu'on est dans notre travail quotidien, on ne voit pas nécessairement. J'espère que ça répond à votre question. Merci, M. Mundler. Alors, je vais répondre rapidement sur... C'est une immense question que vous posez qui est vraiment passionnante. Il est vrai que j'ai un peu parlé des externalités négatives de l'agriculture, mais on est tous d'accord, elle produit des externalités positives. Et puis, évidemment, l'enjeu, c'est d'en faire moins d'un côté et plus de l'autre. Il y a différentes façons de voir les choses. En Ontario, dans d'autres provinces, puis c'est en train d'arriver au Québec, ils ont développé des systèmes qu'ils appellent ALUS, qui visent à financer en fait les infrastructures écologiques, mais sur un financement permanent qui vient chaque année. Le problème, c'est de calculer le service écologique, c'est très compliqué. Et là, ils se sont entendus au fond sur quelque chose de simple, c'est qu'ils disent on va faire ça sur le prix de location de la terre. Puis vous avez la rivière, si elle fait comme ça, ben on tire un trait droit, puis cette partie-là qui est le long de la rivière et qui est comme ça, elle est difficile à valoriser. C'est difficile à travailler. Là-dessus, on va payer un service écologique, financer les aménagements, puis ça laissera un répit à la rivière pour éventuellement déborder un peu avant qu'elle aille faire des inondations plus loin. Et puis sur la partie qui est vraiment dédiée à la production agricole, on fait les choses habituelles. Donc ça, c'est une façon éventuelle de le faire. Ça peut aussi être fait simplement par... vous voyez, j'ai présenté les efforts qu'ils font dans l'Acadie Lab. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est de dire, de toute façon, il y a une norme minimale à respecter. Déjà, elle n'est pas toujours respectée comme il faut, mais nous, on veut essayer d'aller au-delà. Si on va au-delà, ça a un coût, et ce coût est collectif, et là, j'en suis totalement d'accord. Merci, M. Mundler. Il y a 3 personnes au micro. Si on veut avoir le temps de passer les 3, je vous demande des questions assez courtes. On commence par le micro numéro 4. Donc, je vais aller très brièvement. Mon nom est Anne-Marie Morel de la Coalition québécoise sur la problématique du poids. Je suis nutritionniste. Les enjeux qui ont été soulevés sont très complexes, donc je vais bien humblement cibler seulement une donnée qui a été présentée. Je ne voudrais pas qu'on reste sur l'impression que la qualité de l'alimentation des Québécois mérite un A. On est les champions consommateurs de sodium. On ne consomme pas assez de fruits et de légumes. Il y a plus d'un adulte sur 5 qui boit des boissons sucrées tous les jours. Nos adolescents, c'est encore pire. Donc, notre alimentation est HPA, à haut potentiel d'amélioration. Oui, je peux rajouter rapidement. Le commentaire? Donc, Anne-Marie a raison. Si on regarde le bulletin, là, vous allez voir, on compare le Québec avec le reste du pays. On est les plus gros consommateurs de sucre ajouté, de gras saturés, de sodium, donc qui peut mener des problèmes de maladies et de santé, de bien-être. Donc, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler davantage. Merci. Micro numéro 3. Sylvain Vachon, producteur agricole en Abitibi-Témiscamingue, au nord de l'Abitibi-Témiscamingue.
La question est pour M. Mondler. Vous avez, par vos cartes, là, moi, ce que j'ai vu clairement, c'est on a vu s'installer une agriculture là, à 2 vitesses au Québec. Avez-vous identifié là, des raisons pour lesquelles là, cela est arrivé? Et c'est-tu des politiques qui ont fait ça? C'est-tu des enjeux qui sont propres au territoire? Exemple, l'éloignement des grands marchés, parce que j'ai aussi vu la corrélation entre les grands marchés et le nombre d'entreprises et j'irais dire la prospérité de cette agriculture-là ou les possibilités de diversification, etc. J'aimerais savoir si vous avez des pistes de solutions à ce sens-là. C'est la même chose, c'est vraiment immense comme question. Évidemment, il y a le potentiel agricole de départ. Et puis, dans la phase de colonisation, on a défriché des terres sans doute un peu plus lointaines qui présentent moins d'intérêt dès lors qu'on doit tourner avec des machines plus grosses, etc., etc. Il y a l'effet de la concentration dont j'ai parlé. Mais ce qui me semble important dans ce que j'ai voulu essayer de dire, c'est que même dans des territoires où le potentiel du sol, il paraît pas idéal pour faire pousser du soya de façon intense, on peut inventer de la valeur ajoutée en s'appuyant sur d'autres ressources qu'on va créer. Il y a des gens qui vont faire pousser de la vigne dans des terres caillouteuses qui ne peuvent rien accueillir d'autre, puis qui vont faire un produit excellent qui trouvera sa place partout. Il y a des gens qui vont faire du lait dans des conditions beaucoup plus difficiles, et puis parce qu'ils auront imaginé quelque chose pour faire de la valeur ajoutée, et je dis souvent de façon collective, parce que là, il faut tisser ça serré dans le territoire, eh bien, ils vont y arriver. Il n'y a pas toujours que des success stories, mais il y en a un certain nombre qui nous permettent de penser qu'on peut regagner quelque chose. Voilà. Moi, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je comprends que s'il y a des outils adaptés à ces réalités-là, on peut faire de grandes choses. Moi, je pense. Micro numéro 2. Oui, bonjour, je suis Isabelle Jonca, agronome chez Équiterre. En fait, je me questionne un peu à savoir, est-ce qu'on se donne une vision sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans, mais dans une vision long terme, vous avez parlé actuellement de gouvernance, de l'état des lieux au Canada, au Québec, de gestion agricole du territoire, mais si on veut se donner une politique alimentaire où les industries sont prospères, on fonctionne bien au Québec et qu'on a une politique qui va répondre aux désirs des consommateurs, je pense que c'est une des préoccupations de cette politique-ci. J'aimerais vous entendre sur, en fait, où est-ce qu'on va se situer dans les secteurs émergents. On parle du biologique, c'est un des secteurs qui est en forte croissance. Si je ne me trompe pas, c'est le secteur en agriculture, en alimentation qui accuse une des plus fortes croissances, 16 d'augmentation des ventes entre 2006 et 2012. Actuellement, il y a 1500 fermes à peu près qui sont certifiées biologiques. Est-ce qu'on se donne une vision où on vise d'en avoir, je ne sais pas moi, 5 000, 10 000? Est-ce qu'on se projette dans une agriculture où il y aura plus de mise en marché locale, de proximité? Est-ce qu'au niveau de l'innovation, est-ce qu'on voudrait qu'il y ait plus de, je ne sais pas moi, gros biodigesteurs, des panneaux solaires comme on en voit beaucoup en Ontario? Il y a des incitatifs là-bas qui sont importants. Au niveau de l'impact des pesticides, on a entendu tantôt que les citoyens sont inquiets par rapport aux résidus de pesticides sur leur santé, sur l'environnement. On a une stratégie sur les pesticides. Est-ce qu'on la voit coercitive? Ça fait beaucoup de questions, ça, madame. Je me questionne sur votre vision dans le long terme. Dans 20 ans, on sera où? J'aimerais vous entendre là-dessus. Je peux? Oui. Merci. Merci, bonne question. Donc, il y a, par exemple, au niveau fédéral, si on voit sur une échelle de 1 à 100, il y a une normalisation qui se fait selon les indicateurs. Le Conseil du Trésor, Privy Council et autres au niveau canadien, ils ont des seuils. Ils ont donc un objectif d'atteindre 80 sur 100. Et là, on est à 62 en qualité de l'air, on est à 70 en qualité de... Puis là, ils peuvent voir où allouer les ressources. Puis, comme je vous expliquais, ammoniac, par exemple, ou l'azote, ou le phosphore, il y a des efforts où on peut mettre des investissements, des décisions d'affaires, des décisions politiques, d'investissement plus de fonds publics, tout ça. Donc, l'idée, une fois qu'on a comme l'objectif, on n'a rien en termes de pauvreté, ce n'est pas défini au Canada, en termes d'insécurité alimentaire, aux fruits et légumes. On sait c'est quoi l'objectif. Mais il y a le Canadian Produce Marketing Association au niveau national qui travaille pour la promotion. Et il y a aussi le lait aussi. On voit, ils ont un fonds et ils reçoivent, je pense qu'ils ont 72 millions, en tout cas quelque chose d'assez grand. Mais on voit le déclin de consommation de lait. Mais si on regarde les autres secteurs, il y a plus d'écrémés ou il y a plus de fromage ou de yogourt.
Donc, il faut avoir un portrait. C'est pourquoi on a un bilan pour aider à informer des processus comme au Québec. Et au niveau fédéral, je ne sais pas, vous savez, il y a dans le lettre de mandat au ministre au niveau fédéral de l'Agriculture, il doit développer une politique bioalimentaire pour le Canada, par le Canadien. Ils veulent le faire avant la fin aux prochaines élections. Donc, c'est vite, là. Oui. Ça, c'est en parallèle. Il y a aussi au niveau canadien, au niveau du Privy Council encore, là, ils veulent faire un conseil de croissance, mais c'est majoritairement la croissance à l'exportation. Ils ont des objectifs triplés, par exemple, pour un certain nombre de milliards par telle année. Donc, oui, mais il faut penser au niveau stratégique. On ne le fait pas. C'est pour ça que nous, on est d'accord sur inclure la santé et bien-être. On veut réduire l'obésité, on veut réduire les maladies chroniques, on veut réduire les déficiences en vitamine D, l'anémie. Tout ce que vous dites, donc une vision long terme. Pour quelle année? Pour 2025, 2030, 2050, et avoir des objectifs par secteur, donc industriel, santé, environnement. Je suis d'accord entièrement avec vous, mais ce processus-là, j'espère, pour le Québec, il va avoir des objectifs. Comme ça, on peut se diriger ensemble de manière stratégique pour aller cibler des objectifs. Peut-être Monsieur le ministre pourra répondre à ça plus tard. Ça va? Merci beaucoup. Le temps est écoulé et nous le respectons merveilleusement bien. Il est midi, 2 minutes, on dépasse de 2 minutes. Donc, merci beaucoup à nos 3 conférenciers invités. Donc, merci à Mme Dominique Desrosiers, consultante chez Agri-D, M. Jean-Charles Levallée, directeur du Center for Food in Canada du Conference Board, et M. Patrick Mundler, professeur titulaire au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l'Université Laval. Nous allons maintenant passer au dîner. Il s'agit d'un buffet chaud de produits importés, produits québécois. Ça aurait été inadmissible. Donc, un buffet chaud de produits québécois, bien sûr, et vous pourrez, dès la sortie de la salle, garnir vos assiettes et passer ensuite dans la salle juste à côté, qui est la salle Saint-Nicolas, et vous asseoir pour prendre le repas à cet endroit. Donc, le buffet est juste à la sortie, et il est impératif, absolument impératif, 13 heures dans les ateliers. S'il vous plaît, 13 heures, tout le monde dans les ateliers qui vous ont été assignés dès le départ. Merci, bon appétit.